Nous ouvrons à présent la masterclass d'Abdelmalik, enregistrée à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville. Pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit une œuvre, au sens vraiment de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus d'élaboration d'une masterclass à une autre. Il y a un ensemble de questions communes, parce que même si on reçoit des musiciens, des designers, des cinéastes, des écrivains, des architectes, des plasticiens, des artistes donc de toutes disciplines, il y a un ensemble de questions communes pour essayer d'approcher ce mystère de la création. Peut-être quand même quelques repères biographiques sur notre invité, en disant qu'Abdelmalik est né en 1975 à Paris, qu'il a ensuite vécu entre 1977 et 1981 à Brazzaville, Congo, et puis il est revenu en France, à Strasbourg. Il a été un élève brillant, il a été jusqu'à l'université Marc Bloch, merveilleuse université de Strasbourg, pour suivre un double cursus philosophie et lettres classiques. À cette même époque, il fonde son premier groupe, NAP. Il faut dire NAP ou NAP ? NAP. Ah oui, c'est ça, hein, j'ai déjà fait une bêtise. NAP. Premier album en solo, 2004, le face-à-face des chœurs, et le début du succès vraiment très grand avec le deuxième, Gibraltar, en 2006. 3 autres disques ont suivi depuis, dont on parlera sans doute dans notre échange. Et puis depuis 2005, Abdelmalik publie régulièrement des livres, depuis donc, le premier, qu'Allah bénisse la France, jusqu'au dernier en date, Camus, l'art de la révolte. Il y en a eu d'autres, évidemment, entre-temps. Le premier, on le sait, il a été adapté par Abdelmalik lui-même au cinéma. Le film est sorti en 2014. Il y a aussi un nouveau bébé, j'espère qu'on l'évoquera, Le Jeune Noir à l'épée, sous la forme d'un spectacle, mais aussi d'un livre CD. Bon, je vais m'arrêter là quand même pour le riche résumé d'un riche parcours, déjà. Mais la première question qui ouvre ces masterclass, souvent la même, est-ce que vous croyez en la vocation, Abdelmalik ? Qu'appelez-vous la vocation ? Que vous étiez fait pour être l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? Comment dire ? En fait, je pense qu'il y a une sorte d'effet double là-dedans. C'est-à-dire, moi, je crois pas... je crois pas au déterminisme, mais en même temps, je crois à une forme de destin. Je suis devenu ou je deviens l'homme que je suis par la force des choses. Mis dans certaines situations, je réagis d'une certaine manière. Et voilà. Il se trouve que mes parents se séparent quand je suis enfant. Il se trouve que mon père ne nous laisse rien sauf une bibliothèque. Il se trouve que... donc l'absence du père, je souffre de dyslexie. Je dépasse ça, il y a cette bibliothèque, c'est mon père. Est-ce que c'est mon père ? Est-ce que c'est autre chose ? J'ai envie de conquérir cette bibliothèque. Je vais à la conquête de cette bibliothèque, je lis des livres improbables, il se passe quelque chose. J'ai un journal intime, j'écris. Aujourd'hui, nous avons fait telle chose, je me suis fait tant d'argent. Et mon frère aîné qui me dit, qui attrape ce truc, c'est quoi ton truc de meuf, rejoins-nous, on va faire du rap, tes textes ils serviront à quelque chose, au moins. Puis voilà, etc., etc., etc. Donc, et nous voilà aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je pense que chacun de nous, on a quelque chose qui est en nous en puissance, mais comme le terme l'indique, en puissance, c'est pas encore quelque chose qui est actualisé réellement. Et est-ce que ça s'actualise ou pas ? C'est les situations dans lesquelles on se trouve. Oui, mais il y a des catalyseurs, vous l'avez raconté plusieurs fois. À 12 ans, vous lisez la préface de L'Envers et l'Endroit d'Albert Camus, et il se passe quelque chose, mais il se passe quoi ? Un bouleversement. La réalité, c'est que quand je lis la préface de L'Envers et l'Endroit, comme ça, dans ma tête, dans un coin, je veux être artiste, il y a quelque chose, il y a un truc comme ça. Et c'est comme si tout d'un coup, Camus lui-même en personne me dit « Écoute, petit, tu veux être artiste », ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc c'est devenu très vite comme une feuille de route et à chaque fois, je fais des va-et-vient entre ce que je fais, ce que je suis en train de devenir en tant qu'artiste, est-ce que je suis fidèle à ce que j'ai lu, à cette préface-là, etc. Donc, et d'une certaine manière, c'est comme si il y a des moments comme ça dans ma vie, dans ma jeune vie néanmoins, même si j'ai un certain âge quand même, il faut...
Mais il y a des moments comme ça qui sont des moments de bouleversement. Et ces moments de bouleversement qui m'ont fait, devenir moi-même, toujours un peu plus. Alors, c'est vrai que ce livre, L'envers et l'endroit, Camus l'écrit quand il n'a que 22 ans, Ouais. donc ce qui est finalement pas très loin du petit garçon de 12 ans, même s'il y a une éternité entre 12 et 22. Mais par contre, la préface, elle date de 58, ouais. Et c'est un moment où Camus regarde ce texte où il y trouve quand même beaucoup de défauts. Il se trouve à lui-même beaucoup de défauts comme artiste, mais il se dit que quand même dans ces textes-là, c'est un ensemble de 5 textes, L'envers et l'endroit, il y a quand même tout ce qu'il va pouvoir donner lui comme artiste. Est-ce que, là je fais déjà un petit premier pas de côté, mais est-ce que vous pourriez en dire autant de votre premier album ? Camus, il dit pas oui, mais Camus, c'est la forme qui trouve bon, forcément. Il s'est bonifié avec le temps en termes de technique, rapport à la technique en tant qu'écrivain. Mais par contre, il dit quelque chose de fondamental. Il dit que là, tout est là. Oui. Donc, tout est là, ça veut dire qu'à un moment donné, il se dit, et il termine en disant en substance que s'il arrive à réécrire ça, eh ben, il aura réussi à faire son œuvre d'une certaine manière, l'aboutissement, une forme d'aboutissement de son œuvre. Mais moi, j'ai pas ce sentiment par rapport à mon travail en tout cas rapport à la musique. J'ai pas mon envers et l'endroit dans une œuvre. Mais par contre, j'ai mon envers et l'endroit par rapport à mon histoire de vie et d'où je viens. C'est-à-dire le fait de faire partie de ces gens qui viennent des quartiers populaires, les gens des cités, les gens de la périphérie. Et quand je dis les gens de la périphérie, je parle autant des gens des quartiers que des gens des campagnes ou des villages délaissés qu'on ne calcule pas, les ostracisés. Et c'est ça mon envers et l'endroit d'une certaine manière, c'est-à-dire toujours revenir à cet aspect fondamental de mon origine, de ce lieu d'où je viens, qui est un lieu finalement à la fois physique et symbolique, mais de revenir à ça. Et pour moi, c'est ça mon envers et l'endroit. Mais d'une certaine manière, Camus, il y a l'envers et l'endroit, et puis il y a le soleil, la mer, l'Algérie, etc. Mais moi, c'est vraiment ça, cette idée des gens qui viennent des quartiers populaires. Il y a une question qu'on pose régulièrement dans ces masterclass de France Culture, Abdel Malik, c'est de savoir pourquoi un artiste choisit une forme plutôt qu'une autre. Alors c'est vrai que dans votre cas, c'est la musique qui vous a fait connaître, mais il y a le cinéma, évidemment. Mais est-ce que votre art, au fond, c'est quand même pas la littérature ? Ouais, je pense que je dirais la littérature et la poésie. Tout part des mots, tout part de l'écriture. Et le cœur de mon travail, c'est ça, c'est la littérature et la poésie. Mais encore une fois, dès le départ, il y a 3 passions. Je suis porté par 3 passions. C'est-à-dire, il y a la passion de la littérature, il y a la musique et le cinéma. Tout ça va ensemble pour moi. Et ensuite, pour moi, c'est comme si c'est des outils différents qui, j'ai envie d'exprimer quelque chose et je prends l'outil le plus adéquat. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, j'étais il y a quelques mois avec ma grande amie, ma marraine, Juliette Gréco, et on discutait comme ça. Et elle me dit, en fait, le problème, c'est l'absence de poésie. C'est qu'il n'y a plus de poésie. Et elle me dit, et si ça rime, on a de la chance. Et j'ai vraiment compris profondément et fondamentalement ce qu'elle voulait dire. Parce qu'évidemment, poésie, c'est en toute chose. Je veux dire, dans la vie, dans la littérature, dans le cinéma, dans l'art en général, mais même dans nos rapports en tant qu'être. Et la problématique, vous êtes d'accord, ça veut dire ? Merci. Et je pense que c'est le cœur du truc. C'est la poésie, l'absence de poésie. Et j'essaie en toute humilité, j'essaie peut-être de poétiser mon existence et peut-être la vôtre aussi. En tout cas, en poétisant la mienne, j'espère qu'il y a une sorte d'écho ou quelque chose en miroir. Alors, voilà. Peut-être revenir sur ces différents arts et la façon dont ils vous nourrissent, vous inspirent. Pour être un bon auteur, il faut souvent être un bon ou un grand lecteur. Ouais, là, on enregistre cette masterclass au cœur d'une journée qui a été conçue avec France Culture et Théâtre de la Ville, avec une journée de lecture aujourd'hui, avec un premier ensemble de textes, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Léopold Sédar Senghor, un deuxième avec Camus et Sénèque. Pourquoi eux et pas d'autres pour cette journée ? Quand j'étais gamin,
Donc j'ai grandi dans la cité du Nehof. Ceux qui connaissent un peu mon histoire savent. J'ai grandi dans un contexte un peu particulier. Il y avait des problématiques notamment de drogue dure, d'héroïne. Il y a beaucoup de mes proches qui disparaissaient ou réellement, c'est-à-dire de mort physique ou qui allaient en prison, etc., etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ma bande, mon crew, eh ben, petit à petit, on était de moins en moins nombreux. Et à un moment donné, je me suis retrouvé seul. Et à ce moment-là, je lisais déjà, mais j'ai lu davantage. Et en fait, ces gens-là donc sont devenus mes potes, ma bande. Donc Camus, Sénèque, on parle Glissant, Césaire, Senghor, tout ça, c'était mes potes. C'est-à-dire, on traînait ensemble, on était là en bas de l'immeuble et tout ça, on se disait des trucs. Je sais pas, moi, par exemple, Senghor va me dire un truc, moi je dis non, je suis pas d'accord. Glissant, il a dit un autre truc et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en vrai. Et voilà, etc., etc. Et en fait, il y avait bien plus que cela. Mais j'ai pris une partie de mes potes et je me suis dit, je vais lire mes potes, mes grands frères. Et c'est pour ça que je les ai choisis. Il faut comprendre que pour moi, Sénèque, ce n'était pas un obscur philosophe, c'était quelqu'un qui m'éduquait. C'est quelqu'un qui était en train de me dire, regarde, tu vois tes potes, et ben voilà l'amitié, ce que ça veut dire. Tu vois la vie, regarde. Hier, tu étais là avec un tel, aujourd'hui, il est mort. Et ben tu vois la durée de l'existence, etc., le rapport, voilà, toutes ces choses, c'était concret. Et ça a toujours été concret. J'ai jamais vécu ces auteurs comme des êtres abstraits. C'était pour moi des êtres de chair et de sang et qui étaient à côté de moi, qui étaient là. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres membres du crew, parce que je vais en citer quelques-uns volontairement très différents. Ouais. Il y a Raymond Carver, bien sûr. Il y a le philosophe Alain, ouais. Il y a le dialoguiste Michel Audiard. Totalement. Tout ça, ça vous nourrit? Tout ça, ça m'a nourri et ça me nourrit. C'est vraiment des gens avec qui j'échange régulièrement. Je crois en la force de l'esprit. Je crois qu'à partir du moment où un artiste plaque une partie de lui-même dans une œuvre, en fait, quelque part, il est toujours là. Et on peut continuer à échanger, partager avec lui, pas tant en tant que personne liée à une famille, etc., mais en tant qu'être et son rapport à nous tous, d'une certaine manière. Donc donc tous ces gens-là me nourrissent véritablement. Alors concernant le cinéma, il y a cette brève allusion dans Qu'Allah bénisse la France sur le mal qu'a pu faire le film Scarface, déréalisant le réel vécu par des jeunes gens dans le monde entier. Hein. On sait que c'est un film qui est un film totem pour beaucoup de jeunes gens. Le cinéma, ça vous nourrit, ça vous a nourri, ça vous nourrit comment? Et la complexité, c'est l'apprentissage d'un regard critique envers le cinéma aussi. Quand vous citez Scarface, c'est pas par hasard. Ouais, mais quand je dis tout à l'heure que ces auteurs et tout ça sont devenus mes potes, mais ça veut aussi dire que j'ai grandi dans un contexte où on ne faisait pas la différence, finalement, entre le premier degré, le second degré, le réel, le rêve, la fiction. En fait, tout ça, pour nous, c'était vrai. C'est-à-dire, nous, quand on regardait Scarface, Al Pacino n'existe pas, ce n'est pas un acteur, c'est Scarface, c'est Tony Montana qui est là, et c'est réellement, il existe. Et c'est un modèle, un référent, c'est quelqu'un qui nous ressemble, c'est quelqu'un qui part de rien, qui devient quelqu'un, et voilà son modus operandi, comment devient-il ce qu'il devient. Et donc du coup, il n'y avait pas de différence. Et c'est de ça que j'ai voulu parler. J'ai voulu dire que par rapport à la chose artistique, et par rapport à la chose artistique, mais même à la vie en général, on a besoin d'une éducation. Si on n'est pas éduqué par rapport aux choses, il y a la confusion qui s'installe. Et j'ai bien dit la confusion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se mélange et pas nécessairement positivement. Et nous, on a vécu ça. J'ai connu des gens qui se prenaient vraiment pour Tony Montana et qui en sont morts. Et moi, si je me prends vraiment pour Camus, ça va. Mais c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que l'éducation, la pédagogie, etc., ça fait qu'à un moment donné, sur des choses, ça fonctionne, et sur d'autres choses, on peut avoir cet esprit critique et de recul, et on se dit, tu comprends, là, c'est du second degré, il faut prendre le recul, c'est un acteur, etc. Mais ce n'est pas évident pour un enfant. C'est d'autant moins évident si les films sont très bons, parce que dans les gens que vous citez aussi, les cinéastes, il y a Coppola, bien sûr, Cassavetes, mais aussi, alors je refais le même grand écart, et je suis d'accord avec vous, c'est De Funès, c'est Fernandel, ça aussi, ça vous nourrit. Ouais, mais parce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du lieu d'où on vient. Donc j'ai grandi dans la cité, et dans la cité, ça vanne, il y a des Fernandel, des Bourvil à l'appel. Et ils sont là, les mecs, ils vannent, on des trucs, et attention de ne pas être la victime parce que c'est chaud. Et donc voilà, donc tout ça me nourrit. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je considère depuis longtemps, et ensuite en
en lisant Glissant, ça s'est vraiment, installé véritablement en moi. C'est le fait de l'importance de l'artiste et du poète dans le fait où il travaille les imaginaires. Et en travaillant les imaginaires, finalement, ça a une action aussi importante, ou peut-être plus, parce que c'est de là où l'action politique s'origine, que la politique, en fait. Le fait de travailler les imaginaires. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'être artiste, c'est quelque chose de très très sérieux, même si trop sérieux n'est pas très sérieux. Mais il faut être sérieux, notamment pour tout acte artistique, mais quand on réalise un film, c'est compliqué, ça induit des grosses équipes, des histoires de financement, enfin des choses complexes. Ça veut dire qu'il faut quand même tenir bon, savoir vraiment ce qu'on a envie de dire, se donner les moyens de le faire. Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant, cette seule expérience qu'Allah bénisse la France? C'est une expérience fabuleuse. C'est une partie de mon art, véritablement. C'est-à-dire que c'était mon premier long, mais c'est vrai que d'abord j'avais déjà depuis longtemps une culture livresque cinématographique importante. Je dis bien culture livresque, j'ai été dans aucune école de cinéma ou quoi que ce soit, mais importante. Et puis une passion pour des cinéastes qui, pour moi, je l'ai dit à différentes occasions, qui pour moi, les grands cinéastes, c'est comme les grands écrivains du siècle précédent, enfin les grandes figures littéraires comme ça. Donc j'ai abordé tous ces cinéastes comme j'aborde les grands auteurs. Donc il y a ça. Et puis dans la musique, j'ai pu réaliser des clips, j'ai fait des choses qui fait que l'aspect technique ne me faisait pas peur, etc. Et puis je sais vraiment ce que je veux en termes d'esthétique, les histoires que j'ai envie de raconter, etc. Donc pour moi, je suis arrivé, j'étais comme un poisson dans l'eau là-dedans. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est aussi naturel pour moi de réaliser des films que d'écrire une chanson ou d'écrire un livre. Il y a quand même différentes étapes, évidemment, dans le processus de création d'un film. Quel est le moment que vous avez préféré, vous? Le moment que j'ai préféré Écriture, préparation, tournage, montage? Un peu tout. Il y a des plaisirs différents, en fait. Il y a des plaisirs différents. Au départ, il y a quelque chose de très... On est seul, en train d'écrire quelque chose, on est dans son coin et tout. Et ce qui est fabuleux, c'est le travail de collaboration. Tout d'un coup, on a des talents qui viennent et qui nous amènent encore plus loin que ce qu'on avait prévu initialement. Il y a une sorte d'émulation intellectuelle c'est fabuleux. Moi, j'aime travailler en collaboration. Je suis un serial collaborateur. On va en parler des collaborations, mais l'envie de tourner à nouveau un film? Plus que l'envie. La réalité, c'est que quand j'ai fait qu'Allah bénisse la France, il y a beaucoup de gens, avant que je le fasse, pendant que j'étais en train de faire, qui disaient « Ah, Abdel Malik, c'est un rappeur, maintenant il veut faire un film, etc. » Mais ils ne savaient pas que ce n'était pas un rappeur qui voulait faire un film, c'est un cinéaste qui veut faire un film. Et en fait, il a fallu, comme il faut souvent, une sorte de tampon où on te légitime et tout ça. Et quand j'ai reçu le Grand Prix de la critique internationale à Toronto, tout d'un coup, on m'a pris au sérieux et tout. Et donc, j'ai reçu plein de propositions pour réaliser des films. Et j'ai refusé beaucoup. J'ai mis en branle des projets qui sont en train de se faire ou qui n'ont pas abouti, etc. Donc, je suis dans le processus, mais je suis hyper exigeant. Et puis, la temporalité du cinéma est autre. Donc, il faut aussi... voilà. Donc, il y a des choses en cours. Avant d'en venir à votre pratique vraiment, je reste un peu sur les idoles, Abdel Malik. Vous avez cité Juliette Gréco. Ouais. On peut ajouter Jacques Brel. Ouais, complètement. Ouais, en quoi ils sont des modèles, des références ou des guides pour vous? Parce que c'est des gens entiers, c'est des gens qui ne trichent pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des gens où il n'y a pas d'hypocrisie dans leur manière de faire. Ils sont vraiment entiers, ils sont vrais. Et on vit dans un monde... Et Camus et tous ces gens-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont... Il y a quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est la notion de cohérence. Pour moi, c'est hyper important, c'est-à-dire d'être en phase avec qui on est. Après, on peut nous aimer, on nous aime pas, c'est bien, mal. C'est pas du tout... C'est pas sur ce domaine, c'est pas sur un domaine moral. C'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui sont fidèles à eux-mêmes, qui sont sincères à leur rapport à eux, donc leur rapport aux autres. Et mes référents, là, les artistes que j'admire, ils sont eux totalement, ils sont entiers, ils sont vrais. Pour clore le chapitre des inspirations, est-ce que dans votre cas, Abdel Malik, comme dans, mettons, celui de Paul Claudel, la religion, c'est une source d'inspiration? Je ne peux pas dire que la religion soit une source d'inspiration, parce que
la religion, et je dirais pour être plus précis, la spiritualité, fait partie de moi. Donc, est-ce que c'est une source d'inspiration? Non, mais c'est quelque chose qui... Enfin, oui et non, je ne sais pas. En tout cas, ça éclaire mon regard. Mon rapport au monde, mon rapport aux êtres, forcément, et ce rapport à la spiritualité, c'est important, ça fait sens. Mais est-ce que ça m'inspire? Je trouve que dire que ça m'inspire, ça serait limiter sa place dans mon existence. Donc je dirais ça fait partie de moi. Je sais pas, c'est plus, je sais pas. Peut-être pour le dire autrement, pour poser ma question autrement, il y a cette très belle scène dans Qu'Allah bénisse la France où le personnage, Abdel Malik, revient du Maroc où il a rencontré un maître soufi, sa fiancée l'attend à l'aéroport, il sort et dit « je n'ai plus peur ». Ouais. Donc c'est quand même une bascule, ça veut dire que j'ai plus peur, ça veut dire je peux être celui que je dois être. Ouais. C'est dans ce sens-là que je me dis, est-ce que ça libère des choses chez vous? Ah non, totalement. Allez, on va parler technique, puisqu'on est à France Culture. Soyons techniques. Non, où que ce soit. Il y a quelque chose de l'ordre de la métamorphose. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la spiritualité, comment je la vis, elle me fait passer d'un état, on va dire, vil à un état moins vil, à chaque fois. Vous savez, ce fameux truc des alchimistes, du plomb en or, d'une certaine manière. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière... Et puis, en évoluant de cette manière, on se rend compte que le matériau premier n'était pas si vil que ça. C'est juste notre perception, en fait. Et c'est ça, là, on est rentré dans la profondeur de la chose spirituelle. Alors, rentrons dans la profondeur du travail de création, ce qui est logique pour ces masterclass, Abdel Malik. Qu'est-ce qui donne naissance à un nouveau disque? Est-ce que, je pose des questions évidemment, j'ai un peu idée des réponses parfois, mais est-ce que c'est un ensemble de chansons comme ça qui s'accumulent et tout d'un coup ça fait un disque, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus conceptuel avant l'écriture, quelque chose qui va guider et qui fait que c'est un album et non pas une suite de chansons? Ni l'un ni l'autre, mon cher monsieur. La réalité, c'est que j'essaye au maximum de pas, comment dire, de pas être dans une, comment dire, de pas être dans un truc où j'anticiperais, où je préparerais quelque chose, où j'essaye de me surprendre moi-même. Et la meilleure manière, je pense en tout cas, c'est par des rencontres et des choses qui nous arrivent. Et c'est ça qui va générer un projet. Et ensuite, une fois que le projet est généré, à l'intérieur de ça, il y a une mécanique qui se met en place. Mais même si c'est très structuré tout ça, évidemment, c'est mon esprit germanique, je suis alsacien, vous savez, donc forcément on est... Mais c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est une rencontre en fait. Et par exemple, quand je travaillais, j'ai eu la chance et l'extrême honneur de fréquenter ce frère, ce grand monsieur qui était Gérard Joannest. Quand on travaillait ensemble, par exemple, il se mettait au piano et il jouait n'importe quoi. Il ne se disait pas, je vais jouer quelque chose, il jouait n'importe quoi. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui prenait corps. Ah, Gérard, tu peux jouer ça encore? Il joue. Vas-y, continue. Et il le joue en boucle. Ah ouais, ok, hop. On est à la radio. Je prends un stylo, une feuille, et j'écris. Un stylo réel et une feuille imaginaire. C'est ça, une feuille imaginaire. Je donne des images. C'est ça. Et donc, j'écris. Et en fait, cette manière de faire, elle résume un peu ma manière de faire quand je conçois un album. Et après, petit à petit, les choses deviennent cohérentes. Par exemple, mon dernier projet, qui s'appelle Le Jeune Noir à l'épée, en fait, donc, il y a cette grande exposition au musée d'Orsay, le modèle noir de Jéricho Amatis. On rentre en contact, le modèle noir de Jéricho Amatis. On rentre en contact avec moi, on me parle de ce projet et tout ça, très bien, j'écoute, je rencontre des commissaires d'expo, je vois des œuvres et tout, et boum, je tombe sur un tableau, Le Jeune Noir à l'épée de Pierre Puvis de Chavannes, et là c'est un choc. Et l'album, le texte, tout découle en fait, tout s'est mis naturellement, et c'est devenu un livre-disque, à la fois un beau livre avec des peintures de Manet, des photos de mon photographe attitré, des photos d'art de Fabien Coste, des poèmes qui sont inspirés des poèmes concrètement, des poèmes de Baudelaire qui sont là en extrait, un texte inspiré de la philosophie de Glissant, etc. Mais tout ça se fait très naturellement en fait. Et tout ça est très structuré, voilà. Mais alors qu'il n'y a pas d'idée de structure au départ.
C'est ça que je veux dire. Oui, mais vous avez vu quoi quand vous avez vu ce tableau, précisément? En fait, j'ai vu l'universel. Comment vous dire? Voilà un tableau qui représente, comme le nom l'indique, c'est un jeune noir avec une épée, donc jeune noir à l'épée. Et Il n'est pas en action, enfin, il n'est il pas n'est pas en action. l'épée sur l'épaule, L'épée un sur peu l'épaule. nonchalamment. Ouais, on voit que c'est un moment, on ne sait pas. Il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose, parce que derrière, on voit un peu des ruines, il y a un peu de... Il s'est passé quelque chose. Il a un bonnet rouge, et il y a un truc symbolique hyper beau. Il est assis sur un tissu bleu, donc ça fait bleu, noir, rouge. C'est intéressant. Mais en fait, toutes les autres œuvres artistiques que je voyais, ça représentait des noirs. Là, ça représentait aussi un noir, mais il n'était pas du tout dans une position ou de servitude ou d'asservissement ou quoi que ce soit. En fait, il aurait pu être blanc. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour moi, étant donné qu'aucun être humain n'est étranger à l'humaine condition, et ben finalement, qu'on soit noir, vert, jaune, blanc, qu'importe, c'est-à-dire l'artiste doit pouvoir montrer, il parle du singulier. Moi, je raconte mon histoire, donc d'un particularisme, etc. Mais en racontant son histoire, il raconte l'histoire de tous. Et ça doit être évident tout de suite. Et sur ce tableau, boum, il y avait cette évidence-là. Et c'est d'où la connexion. Et il s'est passé tout de suite. C'est comme, j'ai envie de dire, on va voir un ballet magnifique, il n'y a que des blancs qui dansent, mais on ne se dit pas qu'il n'y a que des blancs qui dansent. On a tout de suite la connexion à l'universel. Et mon idée, c'est ça, c'est de dire que finalement, il faudrait qu'on puisse réagir comme ça sur toute œuvre. C'est-à-dire qu'on voit des verts, des jaunes, des rouges, des hommes, des femmes, qu'importe, qu'on se rende compte que ce n'est qu'une métaphore de l'humaine condition. Et ce tableau nous le disait en tout cas me l'a dit avec une évidence bouleversante. Alors, de vous rencontrer, Abdelmalik, ça m'a fait faire la bonne chose qui est de relire Édouard Glissant. Et il y a notamment cette phrase qui agit dans le lieu, pense avec le monde. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. On est totalement là-dedans. Parce que, évidemment, on vient de quelque part. Évidemment, on a une histoire, on a une couleur de peau, on a qu'importe. Mais nous, on doit magnifier on doit magnifier la complexité. Par exemple, ce spectacle, puisque j'ai fait un livre-disque Jeune Noir à l'épée, aussi un spectacle que j'ai conçu avec le grand chorégraphe burkinabé Salia Sanou. Donc, Salia Sanou, qui est donc africain, du Burkina Faso, avec des danseurs noirs également, mais qui sont français, européens. Si on les regarde comme ça, on voit tous ces gens danser sur une scène, on dit voilà des noirs qui dansent sur une scène. On voit, mais en fait, non. Ce n'est pas l'Afrique qui danse sur une scène. Ce n'est pas l'Europe qui danse, mais c'est la rencontre des deux. Et en fait, ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qui est. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, on doit être capable d'avoir ce regard-là. De voir en moi, par exemple, je m'appelle Abdelmalik, je suis musulman, je suis noir, mais d'être capable de voir un Alsacien qui est là. Et je ne corresponds pas à l'Alsacien typique, mais je suis Alsacien quand même. Et c'est important. Et quand je dis ça, on va aller plus loin. Je ne suis pas peut-être le Français typique, mais je suis Français tout de même. Je ne suis peut-être pas l'Européen typique, mais je suis Européen tout de même. Et vraiment faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre des racines et ce qui est de l'ordre finalement des fruits, nos branches, etc. Et ça, c'est hyper important, surtout pour des gens comme nous. Parce que si j'avais été blanc, la question ne se poserait pas. Si j'avais été français d'origine suédoise, je ne sais pas si on resterait bloqué sur la Suède. Voilà. Merci. Alors, pour revenir aux questions pratiques, est-ce que vous avez sur vous, j'ai fouillé vos poches, un carnet de notes? Est-ce qu'il y a, non, en fait, vous notez des phrases, il y a des choses qui viennent, ou est-ce qu'il faut s'asseoir devant votre table, un bureau, quelque chose pour écrire? En fait, ça dépend ce que j'écris. Si j'écris pour la musique, je note rien pour la musique, puisque c'est la musique qui m'inspire. Il faut une musique qui m'inspire. Mais par contre, pour la littérature, pour des idées, pour des concepts, j'ai un téléphone dont je tairai la marque. Et en fait, il y a un dictaphone et j'enregistre. Et je dis telle chose, voilà. Par exemple, là, regardez. On va faire en live. Donc là, j'ai écrit un truc, idée de tribune. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Regardez, j'ai dit. Alors, je dis quoi? Nous sommes issus de tous les milieux socioculturels. Et nous voulons faire entrer la France et l'Europe dans le XXIe siècle.
par exemple. Mais, alors les carnets de notes, on note des choses, mais est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que vous vous servez? Toujours. Toujours? Ouais, comment dire, il n'y a pas de gâchis. Je jette rien. Non, c'est parce que si j'écris, c'est qu'il y a une sorte d'impérieux désir, un truc que je ne peux pas faire autrement. Je dois écrire, je dois enregistrer, je dois dire. Et donc, je vais l'utiliser. C'est une matière vivante. Ça, c'est une matière vivante. Et pendant longtemps, puisque je suis très comme ça, vous savez, j'ai encore ma trousse avec ma gomme, mon style, mes stylos, mes trucs et tout ça. Et pendant longtemps, j'écrivais comme ça. Bon, après, c'est compliqué. On est dans le métro, on est dans la rue, on est dans le truc et tout. Mais souvent, j'écris. Comme ça, je note des trucs. Et j'ai des carnets comme ça. Et souvent, je ressors le truc, ça vient, et puis voilà. Alors, d'un point de vue stylistique, même si c'est fréquent dans les textes des chansons, il y a souvent dans vos textes des répétitions, des mots qui sont vraiment répétés longuement. Alors, c'est vrai que François Hollande a rendu l'anaphore assez célèbre dans son débat avec Sarkozy. Moi, président. C'était un refrain. C'est un morceau, moi, président, etc. Ouais. Cette forme-là, c'est quand même aussi avec l'envie que le message passe et que si on tape plusieurs fois sur le même clou, il va finir par s'enfoncer dans le mur. J'avais un enseignant avec qui je suis toujours en contact et que je salue parce qu'il écoute peut-être. C'était mon professeur de latin, de français, de lettres et de culture religieuse, qui s'appelle Monsieur Miri, qui disait il faut toujours répéter l'évidence parce que c'est ça qu'on oublie en premier. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc, je répète. Et comme je fais de la musique aussi, et ben dans la répétition, il y a la notion de refrain. Et puis, comme je suis un rappeur, il y a la notion de loop, la boucle, quelque chose qui revient. Et je pense que c'est important, oui. Et puis, on parlait de spiritualité. Il y a quelque chose de l'ordre. Vous savez, comme dans le mantra ou dans la formule, la transe, la chose qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on s'éteigne dans ce qu'on répète. Et voilà, donc toujours répéter. Et puis là, tout d'un coup, ça me vient comme ça, je pense à Primo Levi. Je pense à Primo Levi, qui, vous vous rappelez, dans Si c'est un homme, et il se lave toujours les mains, il est là et tout, et c'est en substance. Je dis ça en souvenir. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi tu fais ça? De toute façon, tu te laves les mains, regarde... c'est l'horreur partout, c'est sale, ces trucs, on est traité comme moins que rien. Il dit, c'est pour me souvenir que je suis un être humain. Toujours. Toujours. Se rappeler, se souvenir que je suis un être humain. Et je suis un homme. Ce qui est frappant aussi dans votre discographie, Abdelmalik, c'est que musicalement, chaque album, il semble chercher à créer des passerelles. Alors, c'est pas très étonnant quand on connaît votre pensée. Rap et électro, c'est le dernier, c'est Scarification, enfin le dernier en date. Ouais. Rock, rumba congolaise, hip-hop, ça c'était pour Château Rouge. Avant, il y avait plutôt rock, on va dire, rap, slam, jazz pour Gibraltar, chanson. Si les textes sont évidemment importants, la recherche musicale, et en tout cas la rencontre, c'est ce dont vous parliez, elle est aussi essentielle pour faire la musique. Ouais, mais il y a une sorte quand même de processus, en tout cas quelque chose qui revient, une manière de faire assez récurrente, on va dire quand même. C'est que celui qui compose pour moi, qui est mon compositeur attitré, qui est mon frère aîné, Bilal, qui lui travaille essentiellement avec des samples et tout ça, souvent il me fait écouter des trucs, comme ça on discute, ou bien on a une discussion et il me dit, tu te rappelles la discussion qu'on a eue la dernière fois, regarde ce que ça m'a donné comme idée, donc j'écoute. Et généralement, on part de ça. Et ensuite, c'est là. Et il se passe quelque chose dans la vie, l'inattendu. Donc les rencontres. Par exemple, j'ai terminé Gibraltar, et un jour, je suis dans les couloirs d'une maison de disques, et je parle avec quelqu'un, et on discute, et il parle du Gainsbourg Percussion. On parle de Gainsbourg Percussion. Ah ouais, et tout. Ah ouais, Gainsbourg Percussion, c'était mortel et tout. Ouais, il y avait ce titre, ouais, Couleur Café. Ouais, il y avait Couleur Café dedans. Ouais, ouais. Et c'est qui avait réalisé ce truc qui a fait? C'est Alain Goraguer. Ah, Alain Goraguer. Ah ouais, c'était mortel ce qu'il a fait. Et Alain Goraguer, il travaille toujours. Il fait, je sais pas, je crois que son fils fait des trucs et tout. J'ai dit, mais on peut pas, il n'y a pas moyen de rencontrer Alain Goraguer et tout. Ça reste comme ça. Bon. Je travaille avec Gérard. Gérard fait des choses et tout. Et Gérard, il me dit, là, franchement, il faudrait quelqu'un qui nous arrange les trucs. Donc moi, je dis, ouais, et tout. Ouais. Et je me dis, tiens, Alain Goraguer. Donc je rentre en contact et tout ça. Ah, il travaille peu, mais il travaille encore, il est là et tout.
Et je parle à Gérard, je dis, Gérard, Alain Goraguer, ça te dit quoi? Et lui, il me dit, tu sais, Alain Goraguer, c'est le premier type qui m'a donné du travail quand j'ai commencé dans ce métier. Je fais, waouh, ben bouclons la boucle, mon très cher Gérard. Et on a fait ça, et on a fait Dante. On a fait l'album Dante. Et ça se passe comme ça. Et autre anecdote, je suis au Maroc. Souvent, quand je veux rompre, couper, je vais dans le désert marocain. Je suis au Maroc, mon téléphone n'arrête pas de sonner. À chaque fois, truc, je vois, mais qu'est-ce que c'est? Et je vois un message, faisons un album. Mais c'est qui ça? Et je vois Chili Gonzalez. Faisons un album, Malik, faisons un album. Et ça a donné Château Rouge, etc., etc. Je fais un concert en 2007, ou c'était 2006 ou 2007 à Montreux. Donc on fait live, on est là et tout. Il y a Laurent Garnier que je ne connaissais pas à l'époque. Il me dit, ça te dit... Et lui passait déjà mes musiques à la radio, et notamment en Angleterre et tout. J'avais entendu ça, j'étais hyper honoré et tout. Et il me dit, est-ce que ça te dit de rester? On fait un live ensemble. Moi, j'ai dit, OK. J'ai eu, moi, mon live la veille. Et le lendemain, je suis resté avec mon frère. On est resté et on s'est hyper bien entendu. Et on s'est dit, ouais, il faudra faire quelque chose, vraiment. Et on n'a jamais rien fait. Et 10 ans après, on fait ce projet qu'Allah bénisse la France. On a l'idée d'une musique. Mon frère, il me dit, ben voilà l'occasion d'aller voir Laurent. On y va. Et ça a donné Scarification. Voilà, c'est toujours... mais vraiment laisser. Ne pas... Voilà le mot que je cherchais. Ne pas préméditer les choses. Et j'essaye vraiment, en tout cas concernant la musique, j'essaye vraiment de fonctionner comme ça. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on fait les œuvres, en tout cas les plus intéressantes. En tout cas, de mon point de vue et dans mon idée de rencontre et d'échange et de dialogue, etc. Cela étant, il y a ce goût des collaborations, qu'on a bien compris, mais à un moment donné, c'est signé Abdelmalik. Donc, quand il faut faire des choix, quand il faut décider, c'est quand même vous qui le faites. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites ce morceau il sera mieux si on enlève telle piste ou si on met ça? Enfin, comment vous savez que ça va être la bonne forme et que la forme juste du morceau, ce sera celle-là? C'est ça qui rapproche mon travail dans la musique et mon travail de réalisateur ou de cinéaste. C'est qu'en fait, vraiment, c'est un travail en collaboration, en groupe. Mais à un moment donné, je sais où je veux aller. Et à un moment donné, je tranche. C'est-à-dire, j'écoute tout le monde et j'aurai le dernier mot. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, sinon on va rester comme ça longtemps. Et comme je sais où je vais, donc je tranche. Mais j'aime bien me laisser surprendre, me dire je m'attendais à ça et finalement il y a ça. Et c'est ça en fait et vous pourrez demander à tous ces gens illustres avec qui j'ai travaillé, c'est que je suis pas dans le travail, je suis pas du tout, j'ai pas une démarche dictatoriale dans le travail. C'est-à-dire moi mon idée c'est vraiment que il y a un truc qui arrive, de moi seul saurait pas donner ça et de la personne avec qui j'ai travaillé seul saurait pas donner ça. C'est vraiment une rencontre des deux. Mais quand même je me laisse porter. Quand Gonzalez il me dit tu veux pas chanter, vas-y chante. Moi je fais ouais mais chanter je chante pas, moi je déclame, je rappe. Il me dit mais vas-y essaye et tout. Et je pousse un peu la mélodie et tout et il a fait de moi un chanteur. Et je chante et j'accepte. Et c'est ça, en fait. Il y a cette idée Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Mais concernant les textes, là, je parle vraiment des textes des chansons, je ne parle pas des livres, Abdelmalik. Est-ce que là aussi, vous demandez quand même des avis extérieurs ou ça, c'est vraiment votre chasse gardée? C'est-à-dire qu'on vienne me dire si on aime ou si on n'aime pas? Est-ce que vous demandez, pas forcément seulement aux musiciens, mais aux gens qui comptent pour vous, dans le regard compte, si tel texte, il est bien comme ça, ou s'il faut y retoucher? Ou est-ce que ça, c'est pas touche? Non, c'est pas que c'est pas touche. C'est que, en fait, quand je me souviens, parce que un jour, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de limite, en fait. Mais il a fallu grandir, avoir le courage de dire qu'il n'y a pas de limite. Et quand j'ai décidé qu'il n'y avait pas de limite, en fait, j'ai fait Gibraltar. Mais quand même, une fois que Gibraltar a été fait et qu'on écoutait Gibraltar, franchement, j'ai eu peur, pour vous dire, à dire vrai. J'écoutais le truc, je me disais, mais là, quand même, je suis allé loin, quand même, peut-être, non? Ce que j'ai fait, je me souviens, je suis allé au centre social et culturel de ma cité. Et en fait, j'ai fait écouter à des gens qui avaient l'habitude d'écouter ce qu'on appelle dans le rap le boom bap, c'est-à-dire le rap vraiment de base. Quand je dis, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis le rap de base, c'est vraiment le rap des puristes et tout ça. Et je leur ai fait écouter, et je me rappelle, j'ai vu des mecs, des durs et tout, qui étaient émus aux larmes. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est que nous autres, si nous autres rappeurs, on a la prétention de l'universel, donc on est des artistes, plus que rappeurs encore. Donc on doit être capable d'émouvoir.
Et j'ai vu que ça fonctionnait. Je me suis dit, roulez jeunesse. Alors, il y a ce travail d'élaboration des chansons, des albums, les collaborations. La scène, vous l'abordez comment? Les tournées? Ah, c'est très sérieux, ça. Quand on est un admirateur de Jacques Brel, on rigole pas avec la scène. Ah, c'est vrai. Vous avez des rituels, des superstitions avant d'entrer en scène? Pas du tout. Non. Ah, on fait une sorte de petite prière collective, nous tous, mais pas vraiment de rituel. La chance que j'ai, je pense que c'est une chance, c'est que je ne suis pas un tracker. Ce qui fait que j'ai quand même une vision nette encore des choses. Quand je vois certains de mes collègues qui vraiment... Et d'ailleurs, Brel lui-même. Qui vomissait chaque fois avant d'entrer en scène. C'est pas une légende. Hein, non, c'est pas une attesté. légende. Mais il vomissait, mais ensuite ça allait. Mais parlons de quelqu'un comme Gainsbourg, par exemple. Moi, Gérard, il m'a raconté une fois, ils ont fait une tournée, Brel, Gainsbourg, et je me souviens plus du troisième. Une tournée. Et il m'expliquait. Alors à l'époque, ils allaient c'était comme les gens mangeaient. Donc ils viennent sur scène, les gens mangent, et eux interprètent et ils font leur truc. Et si les gens les calculent pas ou on leur lance des trucs, c'est. Et en fait, il y avait quelque chose d'assez particulier. Il me disait, c'est que Gainsbourg, on entendait ses dents claquer. Il les entendait du piano. C'est-à-dire du piano, il entendait avoir peur, vraiment. Et ça, c'est un peu, si on veut interpréter un peu, c'est un peu. Donc vous, pas de trac? Non, j'ai pas dit que j'avais pas de trac. J'ai dit que j'étais pas traqueur. Non, c'est différent. Alors, ça veut dire que il y a toujours quelque chose, mais pas au point de me faire. Ça me paralyse pas. Ou faire des choses dont je perdrais le contrôle. Voilà. Quel plaisir à être sur scène. C'est un moment ultime de partage. C'est-à-dire tout d'un coup, les textes prennent vie. Il y a les gens qui sont là. On voit dans les yeux, le cœur d'une salle ne bat pas pareil selon l'endroit où on se trouve. Et ils ne réagissent pas du tout de la même manière. Je me rappelle une fois on est allé, c'était la première fois que j'allais en Corse. Et je dis à ma mère, maman, je vais aller jouer en Corse. Elle me dit, tu vas jouer en Corse? J'ai dit, ouais, maman, je vais aller jouer et tout. Elle me dit, non, mais t'es sûr, vous y allez, c'est dans le truc. Je dis, ouais, maman, on va aller et tout. Donc j'arrive, les gens étaient très gentils au demeurant. Donc j'arrive sur scène, on fait nos trucs et personne bouge. C'est-à-dire, même entre les morceaux, les gens n'applaudissent pas. Et je me dis, waouh. Mais moi, je suis dans mon truc, je continue et tout ça, je suis à fond. Et quand c'est fini, les gens se lèvent et ils nous font un standing ovation qui ne s'arrête pas. C'était émouvant. Ils n'avaient pas bougé. Et en fait, c'est tout simplement, ils écoutaient. En fait. Et puis, il y a autre chose. On va jouer à Marseille. J'aime énormément le Sud. On joue à Marseille. Et on arrive à peine, ils applaudissent, les gens. On n'a rien dit, ils applaudissent déjà. Ils sont là, ils sont heureux et tout. Puis voilà. Et puis, il y a un peu l'entre-deux. Alors, l'entre-deux, c'est en Alsace, par exemple. Voilà. Ouais. Chaque endroit, c'est parti. Et puis, il y a Paris. Alors, Paris, c'est... Brel, Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. À Paris, c'est la guerre. On arrive à Paris, en fait, dans la salle... Il y a autant d'Alsaciens que de Corses, que de Marseillais aussi. Ouais, donc, non, mais à Paris, n'importe qui pourrait monter sur scène et prendre ta place et dire, ils viennent tous analyser le truc et tout, ils pourraient monter sur scène et te... Donc, c'est un autre truc, mais c'est fabuleux. La scène, c'est bouleversant. Et puis, il y a un autre truc, la scène. Là, on est en train de parler de la France et puis des pays francophones, Canada, Belgique. Mais ce qui est fabuleux, c'est quand on va dans des endroits où les gens ne comprennent pas la langue. Et on ne fait pas un truc surtitré ou quoi. Et on arrive à les toucher par la force de l'interprétation. Et il n'y a que la scène qui permet ça. Et ça, c'est bouleversant. Peut-être pour revenir quand même à la discographie, Abdelmalik, pour votre masterclass France Culture, est-ce que vous avez l'impression ou est-ce que vous savez décider un nouveau disque, qui se fait en réaction au précédent, c'est-à-dire soit en voulant vraiment changer, ne jamais refaire le même, soit creuser un sillon? Comment est-ce que vous envisagez ça? Ou est-ce que à chaque fois, il faut remettre les compteurs à zéro? Non, en fait, quand j'ai fait mon premier disque, j'avais dit, je fais un disque et j'arrête. Donc, mon premier disque, c'était mon dernier. Et en fait, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un disque, il n'y a rien avant. C'est comme si j'arrivais, je suis un jeune artiste. Mais vraiment, c'est pas... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, c'est sincère. C'est-à-dire, je ne viens pas en me disant « Ouais, alors l'autre disque, on avait fait ça, là, il faut... » Non, en fait, j'arrive comme si je n'avais jamais fait de disque. Et du coup, ça me laisse une liberté, en fait. Parce que sinon, ça nous paralyse. Et on est dans un truc en se disant « Ouais, le public... » D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être remarqué, je dis jamais mon public, je dis le public. Parce qu'il y a un truc où
Ouais, on est neuf à chaque fois. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est la meilleure. En étant comme ça, j'aborde avec une sorte d'insouciance, enfin, un truc qui ne me paralyse pas et qui fait que je fais ce que je veux, en fait. Alors, c'est la première fois, toujours, mais il y a quand même l'expérience, il y a quand même cet acquis. Est-ce que dans la forme, dans la manière de faire. Mais est-ce qu'il y a un progrès dans la pratique? C'est une question qu'on pose aussi à nos invités toujours, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé, d'écrire mieux, de rapper mieux, oui. de chanter mieux? Ouais, mais ça forcément, c'est je dirais, comme dit l'expression, le métier rentre, ou finit par rentrer. Alors c'est quoi, en l'occurrence, le métier? C'est des formes, c'est juste des formes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me dire, quand j'écris un texte particulier, je me dis là, le refrain, il ne faut pas qu'il vienne trop tard. Ou bien je vais dire là, je vais pas le structurer en couplet-refrain, mais je vais faire, le refrain sera à l'intérieur, par exemple, il y a un mot qui revient, qui est à l'intérieur. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je maîtrise, mais c'est juste la forme. On peut faire ça, et finalement, c'est vide dans le sens de l'esprit. C'est-à-dire, c'est mécanique et c'est nul, et c'est pas... Et ça, ce truc, on peut maîtriser la forme, mais on n'arrive pas à insuffler l'émotion à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça que je cherche. Et insuffler, ce qui permet d'insuffler l'émotion. On peut avoir la meilleure technique au monde, c'est pas sûr qu'il y a l'émotion qui entre. Et puis il y a ça, et puis il y a le fait aussi de jamais tomber dans... évidemment, qu'on comprenne pas mal ce que je vais dire, parce que j'ai beaucoup de respect pour les créateurs en général, mais de ne pas rentrer dans quelque chose qui serait du pur divertissement. Genre un truc juste pour un truc qu'on écouterait comme ça pour passer le temps, ou pour... ça, c'est pas mon truc. Mais pour amener de l'émotion, il y a la question de l'interprétation aussi. Est-ce que l'interprète que vous êtes aujourd'hui, il est meilleur qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans? Oui et non. Oui et non, parce que je me laisse toujours habiter par une émotion neuve et pas systématique. Parce que si l'émotion est systématique, je sais qu'à ce moment-là, ma voix va un peu trembler, ou à ce moment-là, il y a une larme, il y a un truc. Non, c'est pas... Et d'ailleurs, Brel parle de ça. Il a arrêté justement parce qu'il disait là, je sais qu'à ce moment-là, il y a l'émotion, je sais qu'à ce moment-là, il y a truc. Il faut arrêter, on n'est pas des machines à s'émouvoir. Et Camus dit la même chose. Camus dit la même chose sur l'engagement. Il dit qu'on ne peut pas faire de l'engagement un métier. Si ça devient un métier, on doit... il nous arrive des choses, il arrive des choses, et puis on s'engage. C'est pas genre bonjour, je suis un artiste engagé et je vais... Non, c'est qu'à un moment donné, on est des êtres humains. Et... Voilà, mais la solution, alors qui déplairait à tous les fans, mais ça vaut pour tous les interprètes sur scène, ce serait de jouer que les nouveaux morceaux à chaque fois. Parce que quand on chante un morceau qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a une autre époque de sa vie, une autre époque de soi, comment l'interpréter de façon juste? Mais je vais vous dire, je pense que vous aimez Brel, je suppose, comme tout le monde. Bon. Il y a des gens qui sont allergiques. Bon, il y a des gens qui sont allergiques, comme beaucoup de gens en tout cas. Brel, quand vous l'écoutiez à 18 ans, vous ne l'écoutez pas de la même manière aujourd'hui. Parce que c'est la même chose. Je découvre des choses dans des titres que j'ai écrits il y a 10 ans. Je les découvre maintenant, mais avec ma vie d'aujourd'hui. Et je me dis, waouh! Alors que je n'avais pas du tout pensé ça quand j'ai écrit le... Et c'est en ce sens-là où, pour moi, un texte est toujours neuf. Et ce que j'aime faire, c'est écrire des textes à strates. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension première, compréhension sur deuxième, et puis il y a une sorte un endroit où il y a une sorte de vide juridique, où on comprend des choses, et c'était ni dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième couche. Et ça, c'est le lieu du mystère, c'est le lieu du secret, j'ai envie de dire. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des morceaux que vous avez écrits il y a longtemps dont vous auriez envie de changer une phrase, des mots? Est-ce que vous le faites parfois dans les concerts, de changer un petit peu? Des fois, je fais des petits... Mais c'est peu. Parce qu'il n'y a pas peu d'artistes qui peuvent revenir sur leur œuvre passée. Les peintres, ils ont du mal. Les écrivains, c'est compliqué. Ouais. Des fois, des fois. Mais c'est des petites choses. C'est-à-dire, au lieu de « et », je mets « mais ». Ah. Mais ça change beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Et puis ce genre de choses. Mais jamais vraiment. Mais encore une fois, c'est aussi l'art de la nuance. Donc ça paraît rien. Mais en fait, ça change. Des fois, ça change beaucoup. Et des fois, c'est l'humeur. C'est mon humeur qui me fait changer des choses. Et ça, c'est super. Autre question habituelle de ces masterclass, Abdelmalik. À quel moment ou de quelle façon vous pensez à votre public, qu'il soit le public de votre musique, le public de cinéma, le public des livres? Est-ce que vous pensez à eux? Avec tout le respect que j'ai pour vous tous, je ne vous considère pas comme mon public.
Vous êtes vous-même, vous êtes le public. Donc en fait, je ne pense jamais au public. La réalité, c'est que vraiment, je pense à moi. Je me dis, est-ce que je suis fidèle à moi? Est-ce que le petit garçon, le petit Régis, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je prends soin de lui en disant ce texte? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je respecte ce qu'il est devenu? C'est à ça que je pense. Et après, merci beaucoup. Mais par contre, j'ai le sentiment que c'est un devoir que je me dois à moi et que je dois au public, pour le coup. On a parlé tout à l'heure d'honnêteté, de cohérence, de vérité. Donc, je n'écris jamais en pensant au public. Et je dis jamais mon public. Alors, il y a un public un peu particulier dans tous les domaines, c'est la critique. Ah, ça, c'est... Quel rapport vous avez avec la critique? Est-ce que vous lisez ce qu'on écrit sur vous? Est-ce que vous évitez? Parce que, bon. Franchement, je vais vous dire. La vérité. La vérité. Au départ, je lisais tout. Et en fait, il y a des critiques pour moi qui sont dans une démarche qui, de mon point de vue, n'est pas juste, de mon point de vue, mais qui, de leur point de vue, est juste. Parce que finalement, tout ça est relatif. Et dès que j'ai compris ça, j'ai arrêté de... Ça sert à rien, parce que moi, j'ai une idée précise quand je fais les choses, quand j'écris, quand je truc. Mais la personne en face, et peut-être même ce qu'elle écrit là, si elle devait le réécrire, même une semaine après, même d'ici elle était dans un autre état, je ne sais pas moi, il s'est embrouillé avec sa femme, avec sa petite amie, avec son truc, il est énervé, il doit rendre le truc, on le presse, il écrit son truc, il est là, il fait des piges, c'est horrible. Bon bref, il y a plein de trucs qui fait qu'il... Donc j'ai appris à prendre du recul avec ça. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, j'ai appris, c'est très important aussi, à prendre du recul avec les réseaux sociaux aussi. C'est hyper, parce que ça participe. Tout le monde est un peu critique, tout le monde est journaliste, tout le monde est truc. Ouais. Vous protégez de ça? Ouais. Mais c'est pas tant... Vos réseaux sociaux, ils sont pas gérés par vous, mais... Si, ils sont gérés par moi. Mais vraiment à la cool, quoi. Je suis un mauvais gestionnaire du truc, je poste pas au bon moment. Mon manager, il me dit, mais tu devrais... Il y a des trucs pour officialiser ton truc. Moi, je dis, j'officialise pas parce que sinon, il y aura trop de monde. Mais il me dit, mais c'est l'idée. L'idée, c'est que... Et moi, je lui dis, non, mais on est bien. À 10 000, 15 000, c'est cool. Ça reste... Voilà. Enfin, un peu des choses comme ça. Je suis pas un très bon... comment dire... je suis pas un très bon commerçant, en vrai. Je pense que c'est là le truc. Alors, il y a une autre façon de recevoir votre travail, c'est de lui décerner des prix. Alors, des récompenses, vous en avez dans tous les domaines dans lesquels vous êtes investi. Là, encore très sincèrement, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir des prix? Je suis très heureux. Si on veut remettre d'autres, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que je suis heureux surtout pour ma mère, en fait. Parce que tout ça, en vérité, on sait bien que c'est symbolique, mais le symbole, ça compte énormément. Vous savez, moi, je viens de la rue. Mais pas la rue, genre, je suis un mec du ghetto et tout ça. Je viens de la vraie rue. Et ce que j'appelle la rue, c'est quand à un moment donné, on a souffert toutes les misères. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim, le fait de la misère affective, enfin, toutes les formes de misère. Et quand on vient de là où je viens, je me souviens, un jour, j'étais avec dans ma cité, je sais pas, je devais avoir 14, 15 ans, on était avec des potes et tout ça. Bon, on était délinquants, il se trouve qu'on était des délinquants notoires. Et il y a une femme qui est descendue, et elle m'a regardé, elle m'a dit, tu vois, toi, tu feras jamais rien de ta vie. C'est impossible que tu réussisses à faire quoi que ce soit. Elle m'a regardé comme ça, en me regardant droit dans les yeux. Et nous voilà aujourd'hui. Vous aviez quel âge, là, à ce moment-là, quand elle vous a dit ça, cette dame? Alors, 14-15 ans, comme ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'elle aussi, elle est importante dans votre parcours? Parce qu'elle vous amène aussi à changer, à prendre conscience. Non, mais quand elle m'a dit ça... L'effet sur vous, je ne parle pas de ce qu'elle avait, elle, dans la tête. Non, parce que quand elle m'a dit ça, elle m'a, comme souvent font les médias ou les gens, elle m'a tribalisé. C'est-à-dire qu'elle m'a mis dans un groupe. Elle ne m'a pas pris... Moi, je savais, déjà à l'époque, j'étais déjà un passionné de littérature. Je savais, en tout cas, j'avais ce sentiment que je pouvais transcender ma condition. Je le savais déjà. Et quand elle me regarde comme ça, elle me dit ça m'a pas... C'est pas tout d'un coup, elle m'a dit ça, tu vas voir, je vais te montrer que... Non, en fait, c'est pas comme ça, parce que j'avais l'amour de ma mère, il y avait plein de choses. J'avais cette enseignante, mademoiselle Schaeffer, qui m'a dit, oh, Régis, tu es beau. Et moi, j'ai fini par croire que j'étais beau. Et j'ai agi en conséquence, etc. Et tout ça.
Donc ça, j'avais déjà... Mais c'est juste pour donner un exemple, en fait, pour vous dire que des fois, parce que c'est vrai, on existe par rapport au regard de l'autre, etc. Mais en même temps, c'est juste pour dire que quand souvent, des fois, on m'a reproché ça, parce que j'ai dit que de mon point de vue, le déterminisme n'existe pas. Alors on m'a dit, alors tu peux pas dire ça, le déterminisme et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas un truc simple. Et comme vous dites, c'est pas parce qu'elle m'a dit ça que j'ai... Mais elle me l'a dit quand même. Dans les prix, dans les récompenses, est-ce qu'il y en a une qui est plus important, qui vous a davantage touché parce que ça récompense telle ou telle œuvre? Non, j'ai toujours été... Franchement, même le truc soi-disant sans importance, moi, ça m'a toujours touché. Et ma mère, quand elle voit ça, elle dit « Waouh, mon fils, quand même. Ah, quand même. Ah, mon fils. Waouh !» Elle me fait ça. Et moi, je suis heureux. Comme quand l'enfant qui amène une bonne note et qui dit « Maman, je me souviens, moi, quand j'ai eu le bac, j'ai des aînés. Mais moi, quand j'ai eu le bac, vraiment, c'est comme si j'avais marché sur la Lune. Quand j'amène ça, mais vraiment, c'est-à-dire quand j'ai amené ça, quand ma mère, en plus, j'ai eu la meilleure note en philo du département, mais là, c'était incroyable. C'était fou. Et ma mère, et c'est toujours la même chose. Il y a toujours ce côté, maman, elle va être... Donc, voilà. Mais je sais je fais pas ça pour ça. C'est-à-dire, je fais pas des choses pour me dire je vais avoir tel prix ou tel truc, mais quand même, quand j'en ai et que ma mère, elle voit ça et qu'elle est fière de moi, et je pense que ça restera à jamais. Alors, restez à jamais, comme on arrive bientôt à la fin de cette masterclass sur France Culture. Abdelmalik, est-ce que la question de la postérité, ça se pose pour vous? En fait, je vais répondre de manière double. La première, non. Parce que je suis le fils de l'instant, et ce qui compte, c'est maintenant, et il n'y a ni hier ni demain. Ça, c'est vraiment mon... Après, je suis père. Et je me dis toujours, quand je fais des choses, en fait, je pense à mes enfants, et je pense aussi, je l'ai dit, mais je le redis, je pense aussi au petit Régis. Et j'aurais tellement aimé, en étant petit Régis, qu'il y ait un Abdelmalik. Vraiment. Je me dis... en regardant la télé, si j'étais petit, peut-être j'aurais gagné du temps. Et peut-être que je serais devenu Einstein ou je sais pas, un truc... peut-être que... Et je me dis ça. Donc du coup, c'est dans ce sens-là que je pense la postérité. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce que je laisse? Et ce que je laisse, est-ce que ça sera utile au futur? C'est ça. Voilà, donc c'est double dans ce sens-là. Oui, ça veut dire quand même que les livres que vous écrivez, les disques que vous faites, les films que vous avez faits et ferez, ils peuvent être aussi les Camus, ça serait des fabuleux. gens de demain. Pourquoi pas? Ça serait fabuleux. En tout cas, si ça peut servir, c'est très bien. En réalité, le cœur du truc, c'est est-ce que je suis utile ou pas? Vous savez, si j'avais le sentiment de ne pas être utile, en fait, j'arrêterais. Et je ne serais pas là avec vous en train de... Si j'avais l'impression... Je vous ai parlé tout à l'heure de gens qui sont dans le divertissement pur. Si j'étais dans cette démarche-là, à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai eu mon billet... Salut, on m'a donné mon billet, c'est bon. Mais là, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas mon billet, hein, soit dit en passant. C'est juste qu'on comprenne même, bien. Hein. Aussi. Quand même. Une dernière question, une question qu'on vous a, j'imagine, très souvent posée, Abdelmalik. Quel conseil vous donnez à celles et ceux qui ont envie de devenir artistes? Franchement, le conseil que je donne à ceux qui, pas nécessairement artistes, mais qui ont envie de devenir ce qu'ils veulent, c'est de ne pas avoir peur. Et c'est ça le plus important. Ne jamais, jamais, jamais avoir peur. En réalité, c'est le plus grand frein. Mais comment on fait pour ne pas avoir peur? Déjà de se le dire. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça va rentrer. Merci, Abdelmalik. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.